Bonjour, c'est TechPardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Fall of Lumen, un jeu de Toei Games qui a été créé par... on ne sait pas. On ne sait pas parce que ce n'est crédité nulle part. Donc l'auteur, j'en suis à me demander s'il ne s'agit pas d'une IA, vu que son nom n'apparaît nulle part. Soit il ne veut pas être crédité, soit il n'existe pas, ou c'est Toei qui le fait directement. Je n'ai aucune réponse à cela, donc je ne sais pas vous en donner. Donc le jeu existe pour l'instant en anglais, sans auteur. Tant pis pour lui. Si un jour il apparaît, tant mieux. Si jamais on révèle que c'est une IA, c'était quand même du beau boulot. Alors dans Fall of Lumen, c'est la suite d'un autre jeu qui était déjà chez Toei Games et qui parlait déjà du Void et de la prise de pouvoir des anciens et tout ce qui va avec. Donc on est plutôt des rebelles. On va se retrouver un petit peu partout dans le monde ici, où on a plusieurs zones qui sont tout autour ici du terrain. On a le Void qui a un point central un petit peu, pas du néant, mais qu'importe, c'est un petit peu spécifique à ce niveau-là. Et on a une sorte de plateforme géante, la ville flottante sur laquelle se trouvent les personnes qui sont actuellement au pouvoir et contre lesquelles on lutte, et qui voyagent ici à travers le monde et sur la zone ici du plateau, et dans laquelle on va essayer d'infiltrer nos agents pour faire un renversement du pouvoir. Globalement, c'est un petit peu l'idée qui va se passer. Alors, une petite précision avant d'aller plus loin. On joue ici avec la deuxième face du plateau. Donc si vous commencez votre première partie, je vous conseille de jouer sur l'autre côté du plateau où il n'y aura pas de void au milieu. Ce n'est pas très compliqué en plus, mais qu'importe. Et sur laquelle toutes les zones qui sont ici tout autour seront placées différemment et auront plus de facilité d'accès. La différence majeure, c'est que ici, on va avoir dans une zone un type d'action à faire, des cartes et tout ça à prendre, que de l'autre côté, deux zones permettent d'avoir l'accès aux cartes, et donc c'est beaucoup plus facile de se déplacer et de faire des actions de l'autre côté du plateau. Mais moi je vous conseille ceci, vous avez certainement le niveau pour aller directement du côté Void et profiter un petit peu plus du pouvoir de ce plateau-ci. Donc toutes des zones différentes, dans chaque zone des actions possibles avec des cartes et des actions spécifiques à la zone. On va aussi avoir ici sur le côté un plateau donc disjoint qui permet d'avoir les informations au niveau de la cité volante ici, donc de Lumen, dans laquelle on va envoyer nos agents. Donc nos agents ils sont ici et on apprête à les mettre sur les différentes cases pour en devenir des experts infiltrés dans la zone ici. On va avoir ici une zone pour la fin de manche pour définir l'ordre dans lequel on va se retrouver dans la manche suivante, premier joueur, deuxième joueur et tout ce qui va avec. On a des gens qui sont en prison pour l'instant, qui sont des gens à nous qu'on va essayer de libérer. Et on a ici le contour en fait, qu'on va avoir 6 manches dans le jeu. Et dans chaque manche, on va retourner une carte, ça c'est la carte de la mise en place, dans laquelle on fera une série d'actions. Les actions qui sont sur la carte, ça va être de définir à quel endroit on va placer la cité volante, ici donc sur Nibali. Ici à côté, c'est quel marché va être nettoyé, c'est comme ça qu'on va faire des rotations de marché. Là, on a le marché de l'argent ici qui devrait être changé et le marché des suivants que l'on peut acquérir qui devrait être changé. Ce sont les deux symboles qui se trouvent ici. À la première manche, évidemment, on ne le fait pas parce que le marché, c'est la mise en place, donc pas besoin de le faire une rotation. On va ajouter 2 gardes sur les zones qui sont indiquées ici. Ici, donc c'est Aria et Tellurian, donc 2 gardes et 2 gardes. Et on va placer un infiltré neutre, en fait, qui va bloquer un petit peu les infiltrations, pas très méchant, qui va être placé directement ici, donc dans la 3e case de la zone rouge, ici, des infiltrés experts guerriers en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va révéler à chaque manche et on va refaire ces actions-ci à chaque fois qu'une carte va être révélée en fin de manche. La mise en place, elle est faite ici. Deuxième partie au niveau de la mise en place, c'est qu'on va chacun devoir choisir parmi les cartes qui sont données. On a 2 cartes clans et on va choisir parmi ces 2 cartes clans, sachant que qu'importe notre choix des cartes clans, on va placer chacun un bonhomme là-bas où c'est indiqué. Donc ici, on va le placer en Aria 1 de plus. Et là-bas, c'est Outerlands. Et c'est l'endroit où se trouve la ville flottante. Donc je vais la mettre ici. Et donc chaque joueur va ainsi, en fonction des 2 clans qu'il a pioché, mettre des personnages aux endroits qui sont éventuellement indiqués sur sa fiche. Et on va se retrouver avec quelque chose comme ceci en début de partie. Entre ces 2 cartes-ci, le joueur va donc choisir quel clan il désire garder. Ce qui va motiver notre choix, c'est 2 choses. Déjà, il y a un pouvoir qui est associé avec le clan. Et donc, il y a une action du clan qu'on pourra faire, ça va être d'activer le pouvoir du clan et recevoir quelque chose. Le quelque chose qui va être amélioré au fil du temps, mais j'en parlerai après.
Donc on va avoir un premier pouvoir, une première possibilité d'action. Autre chose qui va motiver mon choix, ça va être le petit bonus que je vais avoir au départ. Je vais avoir un des bonus qui se trouve ici. Donc il y a deux parties à gauche et à droite. Un type de bonus ici, un type de bonus là-bas, idem ici. Et donc si je choisis ce clan-ci, je choisirai soit ça, soit ça. Si je prends celui-ci, je prendrai soit ça, soit ça. Donc je vais avoir ce type de choix. Alors qu'est-ce que ça représente un petit peu? Il faut savoir qu'il y a deux types de ressources dans le jeu. Il y a les compétences, les skills. Les skills, c'est tout ce qui est en carré comme ceci. Et ça représente des petits carrés comme ceci qu'on va retrouver. Donc par exemple ici, si je choisis ceci, je vais avoir deux petits carrés de Deception ici qui est indiqué. Tandis que les petits losanges, tout ce qui est mis sous la pointe, ce sont des ressources. Donc ce n'est pas directement le symbole, en fait c'est ce que ça représente. Ici c'est de l'or, autrement dit ce serait un or. Et là-bas, ce serait une sorte de petit diamant bleu ainsi. Donc sur la pointe, ce sont les ressources directes, physiques comme ceci. Les petits carrés, ce sont des skills, donc des compétences. La différence entre les deux, c'est que d'une manche à l'autre, on ne va garder que les ressources en tant que telles et on va devoir se défausser des skills. Donc les skills qui nous resteraient d'une manche vont être perdus pour la manche suivante. Après, les skills, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin pour payer plein de choses dans le jeu. Mais la différence, elle est essentiellement là. Par contre, celui-ci, il a deux autres symboles. Il a des symboles associés à des objets qui se trouvent ici dans le jeu. Là, ce sont des babioles, les trinkets. C'est ici, on retrouve ce symbole-ci. Donc, c'est prendre une carte qui se trouve ici. Et elle est avec une flèche vers le bas, ça veut dire qu'elle est tapée, elle est inactive au début du jeu. Là-bas, ce serait prendre une carte parmi celles-ci. Donc, ce sont des ressources, on va dire. Et j'ai 2 sous en plus. Donc, je vais choisir, selon ce que je veux faire, un truc ou un autre. Alors, comme on parle des cartes, on va faire la différence entre deux types de cartes. Il y a les babioles et les suivants qui sont ici, qui eux vont arriver à côté de votre plateau de jeu et qu'on va pouvoir taper une fois par manche pour faire leur action. Par contre, les autres cartes qui se trouvent ici, elles vont arriver dans votre main. Parce que c'est un jeu de cartes où on va avoir des cartes en main et on va jouer ces cartes directement par rapport à la main. Donc ces cartes vont arriver en main et vont pouvoir être jouées pendant votre tour de jeu. Donc c'est la différence majeure entre ces deux types de cartes-ci au niveau du jeu. Quand j'aurai choisi ce que je veux faire ici, je veux aussi choisir quel est le chef que je veux garder. Même principe, selon le chef que je vais garder, je vais gagner les bonus qui se trouvent au-dessus ou en dessous du chef. Et il va avoir un pouvoir associé. Un pouvoir qui est associé avec un point d'exclamation rouge ou un pouvoir associé avec un point d'exclamation blanc. La différence entre les deux, c'est que le rouge remplace l'action. C'est-à-dire que quand je gagnerai une action loop, une action de recherche, je pourrai à la place faire l'action ici qui est de dépenser 2 ressources pour gagner une carte bleue. Tandis que celui-ci, c'est à chaque fois que je fais l'action de déplacement, le cheval ici, je gagne aussi la possibilité de transformer une compétence de guerre, rouge, pour faire une action de recherche et prendre une compétence jaune. Donc voilà, ça c'est la différence entre les deux. Et il y a aussi ici au-dessus des ressources qu'on va avoir. Ces ressources-là, on les touche au début de chaque manche, donc y compris à la première manche. Donc si je choisis celui-ci, j'aurai au début de la manche ces 3 ressources-ci et à chaque manche, je toucherai ces 3 ressources-ci. Idem pour ici, j'en toucherai 2 tout de suite et 2 à chaque manche. Donc je vais choisir ce qui va avec ceci. Enfin, j'ai aussi 4 cartes ici qui me sont offertes et entre ces 4 cartes-ci, je vais en choisir 2 que je vais garder et le reste, je vais les défausser. Donc je vais avoir aussi un choix ici entre 4 cartes. Elles ne rapportent rien directement, elles vont aller dans mon paquet de cartes et simplement je vais les jouer au fur et à mesure du temps quand elles vont apparaître. Alors vous voyez qu'il y a énormément de petites icônes différentes dans le jeu et vous avez un magnifique aide de jeu ici qui reprend toutes ces icônes là et qui vous explique ce qu'elles font à quel moment. Donc il est très bien fait, il n'y en a que 2, donc pour quand on est 4 joueurs ça peut être embêtant, mais globalement on s'y fait et les symboles sont assez simples, donc on y revient très peu au final dans les parties. Mais c'est vraiment très utile. Et donc, on va récupérer toutes ces icônes-ci. Je ne vais pas faire le tour de toutes les icônes, je vais juste faire les plus importantes, que vous compreniez bien le principe du jeu. Et donc, vous renvoyez à ceci par rapport au choix. Ce qui veut dire que le début du jeu peut être un petit peu long, le temps que chacun choisisse, tiens, je vais garder ceci, je vais garder cela. Admettons que je garde ces 2 cartes-ci, les 2 autres ici, elles sont défaussées. Je vais garder celui-ci, tiens, et dans tout ceci, je vais faire simple aussi, je vais garder celui-là. Voilà.
Entre les deux choix, ici, je vais garder hop, de l'argent par exemple et un petit peu de ressources. Il me dit aussi à quel endroit je vais commencer avec mon personnage. Donc là, je vais commencer à Aria. Donc, je vais commencer ici. Voilà. J'ai le pouvoir associé. Ici, je vais toucher donc les ressources qui sont indiquées ici, du rouge, du jaune et du gris. J'ai mon tout pouvoir. Là-bas, je vais choisir ce que je vais faire. Par exemple, je vais prendre ici une carte de Babiole que je prends ici. Alors, je prends une carte ici, ce sont des cartes de Bounty, donc des cartes des avis de recherche. Quand on en a 3, on va les transformer en une carte qui est une carte de pénalité, qui a l'œil de l'humaine. Donc, c'est le fait qu'on a un œil sur vous et donc c'est pas très bon dans l'ensemble du jeu. On va devoir s'en débarrasser, c'est moins un point de victoire à la fin du jeu. Et je vais prendre de l'or. Ainsi, toute ma préparation est faite. J'ai récupéré mes cartes. J'ai des cartes de départ ici, qui sont des cartes de base, donc 2 pénalités des yeux de l'humaine et puis des cartes qui ont des actions standards que chacun a. Je récupère les 2 nouvelles cartes que j'ai mises, je mélange le tout et je vais faire une main de 5 cartes qui va être ma main de départ au niveau du jeu. Donc mes 5 cartes que je vais pouvoir jouer à la première manche. J'ai aussi ici 3 cartes objectifs. Les objectifs sont des choses à faire qui vont me donner un petit bonus. Ici, c'est dépenser en sous pour libérer quelqu'un de prison. Là-bas, c'est avoir 2 personnages, 2 infiltrés qui seraient présents dans les 15 du milieu, on en parlera, de la zone ici, pour avoir aussi un petit bonus et donc produire ce qui est indiqué là-bas. Voilà, et ici, c'est avoir des infiltrés chez les magiciens et un infiltré chez les mécanos. Donc ces petites cartes ici permettent d'avoir un bonus si j'atteins l'objectif, mais c'est pas vraiment le truc super important dans le jeu. On peut très bien jouer sans d'ailleurs, parce que parfois c'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose, donc on peut s'en passer. Si ça tombe bien, tant mieux, mais ne focalisez pas trop votre jeu là-dessus. Voilà, c'est déjà une très longue mise en place, donc le temps de lancer tout ça, et puis quand vous avez fait tout votre choix, on va commencer dans la partie du jeu et la première manche va se dérouler. Alors dans chaque manche, chaque joueur va prendre une action à son tour, et puis c'est le joueur suivant qui va jouer. On va tourner comme ça, chacun prenant une action, jusqu'à ce qu'un joueur décide de passer. Quand il passera, il placera son marqueur ici, et il bloquera un emplacement. Ça va définir le nouvel ordre du tour, selon l'endroit où les joueurs se sont placés pour arrêter. On aura un petit bonus bien sûr par rapport à l'endroit où on se trouve. Celui qui est le plus haut sera le premier joueur, et on tourne la manche suivante à partir du premier joueur, toujours dans l'ordre du tour de rotation normale des aiguilles d'une montre et pas premier, deuxième, troisième. Donc, on va juste définir ça au fur et à mesure du temps, jouer jusqu'à ce qu'on va passer. Donc, l'action passée, c'est une action et ce sera la dernière. Pour le reste, vous avez un petit tableau ici qui reprend toutes les actions possibles sauf une. La seule action qui manque, c'est de valider un objectif, c'est de dire tiens, j'ai atteint l'objectif indiqué ici, j'ai en sous, je vais les dépenser et donc je peux gagner mon bonus. Je révèle ma carte. Elle est réalisée, c'est une action possible, c'est la seule qui n'est pas indiquée directement ici. Je peux récolter. Récolter, c'est par rapport à l'endroit où se trouve mon personnage, c'est dépenser les ressources qui sont indiquées sur le lieu pour gagner ce qui est indiqué à côté. Ici, donc dépenser une compétence jaune pour gagner une ressource bleue. Alors je peux le faire jusqu'à 3 fois. Si j'ai 3 ressources jaunes, je peux faire 3 fois la même action sans aucun souci. Donc la récolte, c'est indiqué, c'est de 1 à 3. Je peux donc le faire de 1 à 3 fois. La deuxième possibilité, c'est récupérer une carte. Ces zones-ci ont des cartes, eh bien on peut récupérer les cartes, auquel cas on va payer le coût indiqué. Là, je dois payer 3 sous pour prendre une carte, je dois être bien sûr présent dans la zone. Là, je vais payer 3 ressources de type diamant pour prendre une babiole et je vais avoir ça à chaque endroit. Attention, les suivants qui se trouvent ici ne sont pas directement placés sur le jeu parce qu'ils prenaient, j'imagine, trop de place, mais ils sont associés à une zone, la zone Gonmar ici, où on va payer 3 ressources vertes pour pouvoir aller en chercher un. Alors, je vous rappelle que les cartes que vous prenez, elles arriveront dans votre main ici. Les babioles, elles arrivent à côté de votre jeu. Les suivants, ils arrivent aussi à côté de votre jeu parce qu'on pourra les taper, mais aussi une autre spécificité que les suivants, ils ont une expertise, donc ils sont des experts de quelque chose, donc ici c'est un magicien, et ils ont une action qui est associée. Quand vous les récupérez, vous faites tout de suite l'action qui est indiquée ici. Par exemple, celui-ci, c'est un mécano, et on peut directement récupérer une babiole qui sera disponible. Donc ça, ce sont les pouvoirs un petit peu des suivants.
Quand on les récupère, on va directement faire l'action qui était partie au-dessus, alors que ce n'est pas le cas ailleurs. Dans les cartes qu'on peut récupérer aussi, il y a ici dans le Void, si mon personnage était là-bas, je pourrais aller récupérer une carte du Void. Simplement, je devrais dépenser ceci qui est une ressource. En fait, ce sont des gens qu'on va combattre et qu'on va récupérer. En dépenser un pour alors récupérer une carte de Void qui va arriver dans ma main et un coffre. Alors, les coffres sont des petites pièces qui sont ici. On va le récupérer à divers endroits. Les coffres, on en pioche un et en fait, il y a un bonus qui sera un bonus que je vais activer quand je voudrais. Quand je veux, en action libre, je vais retourner mon coffre et faire l'action qui est indiquée ici. Ça, c'est récupérer une ressource jaune et là, c'est réactiver un objet, une babiole que j'aurais activé. Donc, la flèche vers le haut va le permettre de la réactiver. Une flèche vers le bas forcerait à désactiver une babiole. Toutes les babioles ainsi, comme les suivants, sont récupérées au début de chaque manche, ils sont détapées. On pourra alors les récupérer à nouveau. Voilà, acquisition de cartes très simple. Solve a challenge, donc résoudre une quête, résoudre un challenge. C'est ce qui se trouve ici sont les grandes cartes qui sont ici. Eh bien, je pourrais payer la ressource indiquée ici. Ici, c'est payer 3 rouges, donc j'en ai pas pour l'instant. Et je pourrais la payer pour alors toucher le bonus qui se trouve là-bas. Si je résous le challenge, je retire la carte, elle est hors du jeu, donc le jaune aurait touché les ressources qui sont ici indiquées, et on retourne la carte suivante, qui augmente ce qu'il y a à payer. Une fois que c'est fait, pareil, on va retirer, on va retourner la suivante. À nouveau, c'est encore plus cher. Ici, par exemple, on va devoir payer plus de ressources, mais on va prendre une carte, un œil de Lumen qui se trouve ici. Attention, ces cartes-là, l'œil de Lumen, il ne va pas dans votre main, il va directement dans votre défausse. Et ici, c'est un petit peu spécial parce qu'on va retirer la carte. Mais en fait, quand on va retirer la carte, on va aller chercher une des cartes bleues qui se trouve ici. Il y en a 4 dans le jeu. On va regarder les cartes en tant que telles et on va choisir, tiens, quelle carte j'ai envie de mettre ici en remplacement. Cette carte-ci va arriver avec un certain nombre de prisonniers qui va dépendre du nombre de joueurs que vous avez. Donc ici, on est une mise en place pour 3 joueurs, il arriverait avec 6 prisonniers, si c'était le cas. Et des 6 prisonniers, le joueur qui a été activé, libéré cette zone-ci, en récupérerait un pour lui, donc il n'y en aurait déjà plus que 5 à récupérer ici. Et il y a aussi ici un coffre qui serait récupéré en même temps. Donc celui qui active la carte récupère systématiquement un prisonnier, le bonus éventuel qui va avec. Voilà, ça c'est comment fonctionne le fait de résoudre une quête, résoudre un challenge pour chaque zone. Infiltrer un agent nécessite d'envoyer un petit personnage de ma couleur ici. Alors, pour l'envoyer, il y a un coût. Alors, le premier coût, c'est je dois être présent au même endroit que se trouve la cité volante. Vu que je vais infiltrer un agent, je dois être au même endroit. Le deuxième, c'est que mon agent, c'est quelqu'un que j'ai libéré. Donc, ce quelqu'un libéré, c'est lui que je vais infiltrer. Donc, lui, je dois en avoir, le jaune doit donc avoir un petit bonhomme à libérer qui se trouve avec. Il va le dépenser. Donc c'est indiqué ici, mon personnage doit être présent là-bas où il y a la cité volante, je défausse un petit bonhomme ici pour envoyer un agent quelque part. Alors le quelque part va dépendre du coût que je suis prêt à payer. Je vais donc pouvoir payer soit 3 jaunes, soit 3 gris, mais je prends un avis de recherche, 3 bleus, 3 rouges ou 3 mauves. Je me place alors, une fois que j'ai payé ça, je me place alors sur la case que je veux. Il y a des petites différences, c'est-à-dire que les cases qui ont ici une petite main, c'est un truc que je vais avoir à chaque début de manche, la petite main, la récolte habituelle, mais je la touche tout de suite. Donc si c'était le cas, si je me mettais ici, je toucherais immédiatement du jaune. L'autre différence, c'est que s'il y a déjà quelqu'un, je veux aller ici par exemple, il y a déjà quelqu'un, eh bien je vais devoir payer un gris par personnage déjà présent. Donc ici, j'aurais dû payer un gris. Le jaune qui est en train de faire l'action logiquement dans mon exemple, s'il décide d'aller au même endroit où moi j'étais, il va devoir payer 2 gris. Donc, on va avoir un coût qui va augmenter et il n'y a pas de limite. Je pourrais très bien avoir un jaune qui va 2 fois ici et qui donc au début de chaque manche va toucher 2 petits marqueurs jaunes. Ça, c'est très possible. Il faut dire que les petits bonhommes qu'on envoie ici, automatiquement, sont des experts du type. Là, ça veut dire que j'aurai 2 experts mécanos. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans certaines obligations de mes cartes, de mes objectifs, il y a d'avoir des experts d'un certain type. Il va aussi y avoir des possibilités de gagner quelque chose. Par exemple, si le jaune va encore après ici, quand il va placer sur les 2 zones extérieures, les actions qui se trouvent ici en dessous sont faites automatiquement. Donc,
ici, quand je me place là, ce n'est pas une récolte, c'est immédiatement, je touche une ressource bleue, comme ceci, par mécano que j'ai. Des mécanos, j'en ai combien? 1, 2, 3, vu que chacun est un mécano. Mais si j'avais en plus une carte de type babiole avec un symbole mécano, j'aurais un mécano. Si j'avais été validé une carte ici préalablement qui a un symbole de mécano, j'ai un mécano aussi. Donc si j'étais le jaune et que j'avais 1, 2, plus 3 ici, je toucherais donc 5 bleus en plaçant mon petit marqueur là. Donc les trucs extérieurs, c'est des one-shot tout de suite et plus d'action après. Celui à l'intérieur, c'est un one-shot tout de suite, je touche directement l'action. Mais à chaque manche, je toucherai à nouveau la ressource où je réaliserai l'action qui va avec. Par exemple, ici, j'ai une action de marché et l'action de marché, elle se trouve ici. Ça me permet d'aller faire des échanges entre une ressource vers une autre. Donc, payer 2 sous pour avoir un bleu, mais ça peut être dans l'autre sens. Donner une ressource bleue pour avoir 2 sous. Ici, je pourrais défausser un petit bonhomme, un garde que j'aurais récupéré pour avoir 4 sous. Et surtout, je peux défausser ici 3 gardes que j'aurais récupérés dans mon jeu. Je me prends un œil de lumen et en échange, je libère quelqu'un de la prison. Et donc, cette prison-là, c'est super important vu que vous avez vu que vous avez besoin des bonhommes ici pour aller infiltrer des gens. Et ces bonhommes-ci, une fois qu'ils ont été tous pris de la prison, on ne sait plus en prendre dans la prison. Et donc, c'est une sorte de course pour aller les récupérer parce que ceux-là sont entre guillemets plus faciles à récupérer que d'autres. Et les autres, c'est quoi? Eh bien, ce sont ceux qui sont par exemple ici qu'on va récupérer, ou alors il y a des cartes qui permettent de récupérer directement du stock et d'avoir un bonhomme libéré directement par le stock et pas libéré de la prison. Donc, la prison, quand il n'y en a plus, on ne sait plus qu'à libérer de là-bas, c'est super important. Du coup, il faudra aller combattre des gardes pour aller les récupérer. Petite spécificité avec les gars ici en mauve, quand je me mets à gauche et à droite, je ne vais rien toucher quand je me place. Ce sera la fin du jeu. Par ressources de ce type-là, j'aurai des points de victoire. De ce type-là, j'aurai des points de victoire et il y a un maximum à 4 points de victoire chacun. Tandis que quand je suis au milieu, je vais toucher la ressource associée, faire un rituel ou se déplacer avec un téléport n'importe où. Mais à la fin du jeu, j'aurai 2 points de victoire ici en dessous. Donc, des points de victoire là-bas au-dessus qu'on n'a pas là-bas, là, c'est plutôt des one-shots directement, des actions que je vais faire immédiatement. Puisqu'on parle qu'on a besoin de récupérer les patrouilles, voyons comment on peut les avoir ces patrouilles-là. Alors, il y a plein de cartes qui permettent d'en avoir, des actions qui permettent de le faire. Par exemple, aller ici, eh bien, je prends un avis de recherche et immédiatement, j'élimine un garde n'importe où. La petite terre ainsi, ça veut dire n'importe où sur le jeu, je ne dois pas être présent sur place. À chaque fois que je vais éliminer un garde, je gagnerai toujours un trésor. Chaque fois, systématiquement, quand j'élimine un garde, je récupère un trésor. Sinon, l'action normale d'éliminer quelqu'un, eh bien, c'est d'être présent à l'endroit où il est. Alors, on va payer soit 2 bleus, soit 2 rouges et un blanc, soit 2 jaunes et un blanc. On va toujours se prendre un avis de recherche. Bah oui, on élimine des gardes, du coup, on a recherché. Et on va récupérer un coffre juste derrière. Donc, la façon standard d'éliminer un garde, c'est d'être présent sur place et puis de payer des ressources ici, de prendre un avis de recherche et de récupérer en plus un trésor. Donc, ça, c'est l'action capturer une patrouille. Alors, comme on doit aller à des endroits différents, on doit se déplacer. L'action se déplacer, donc c'est acheter une course ici. Et donc on va dépenser des sous pour se déplacer donc de 1 à 3 zones en suivant les flèches qui se trouvent ainsi. Donc se déplacer à cheval, ça va être changer de zone et je vais payer de 1 à 3. Alors il y a une autre manière de se déplacer, c'est se déplacer à travers le void. Et à travers le void, il n'y a pas besoin de dépenser des sous, on va juste dépenser la ressource qui se trouve ici. Et alors, on va se déplacer vers le void. Donc, le joueur vert pourrait ici dépenser un jaune et il est dans le void, simplement, ça fait son action. Comme il est dans le void, il pourrait dépenser ceci pour aller prendre une carte qui viendrait dans sa main, comme je disais tantôt. Après, il pourrait se redéplacer avec un rouge et aller ici, vu que là-bas, je peux rentrer et sortir là-bas. Donc, je vais me déplacer éventuellement à cheval tout autour, avec les petites flèches normales, ou alors à travers le void en payant des compétences qui sont indiquées sur le tour de jeu. Alors, on arrive du coup à l'action principale qui est de jouer aux cartes et surtout de voir un petit peu comment fonctionnent les cartes au niveau des compétences parce que j'ai pas grand chose ici au début du jeu. Comment est-ce que je vais pouvoir en avoir des compétences? Comment est-ce que je vais pouvoir me débrouiller? En fait, vos cartes, elles ont 2 parties. Une partie haute avec des compétences et une partie basse avec une action. Eh bien, quand je joue une carte, c'est pour la jouer logiquement pour sa partie basse. Je la mets ici. Qu'est-ce que je fais? J'ai une action loop. L'action loop ici, c'est observer.
je vais regarder les 2 premières cartes de mon paquet, je les regarde, je vois ce qu'il y a dedans et je me dis, tiens, ça, je le mets à la défausse, je m'en débarrasse, et ça, je le garde si j'ai envie. Je peux défausser les deux, je peux garder les deux, je peux décider de l'ordre dans lequel je les remets après. Simplement, je décide si je les garde ou si je les défausse. Imaginons que je fasse comme ceci. Ça, c'est observé. À côté de ça, j'avais une petite ressource qui était récupérée, une petite ressource grise. Mais à ce moment où j'ai besoin pour faire l'action spécifique, comme ici par exemple, je me dis, tiens, je vais aller acheter du bleu parce que j'ai besoin de faire des actions avec le bleu. Eh bien, je dois dépenser un jaune, je peux avoir qu'un seul bleu, mais je ne peux pas en avoir qu'un du coup de bleu, alors que je pourrais en avoir jusqu'à 3. Eh bien, je peux dépenser la carte pour la compétence qui se trouve en haut à gauche. Autrement dit, si je faisais l'action de récolte, je dépense ceci pour un bleu, plus cette carte-ci qui fait du jaune pour un bleu, et me voilà avec 3 bleus. Donc, je peux dépenser les cartes qui sont ici pour les ressources. Je peux utiliser les objets qui sont ici. Pour les ressources, je peux la taper ici pour gagner un gris. Ou alors, je peux utiliser ma carte pour faire l'action qui se trouve en bas. L'action qui se trouve en bas ici, c'est le symbole de rituel. J'ai une carte de base, le cantrip ici, qui permet aussi de faire une action rituelle. L'action rituelle, elle est reprise sur votre jeu ici en dessous, à savoir, soit je gagne un bleu, soit je transforme un bleu en rouge, soit je transforme un rouge en vert. Donc, je vais récupérer une ressource d'un type ou d'un autre au fur et à mesure que je vais faire mon rituel. Eh bien, ceci me permet de faire un rituel et de faire une action au niveau du marché, un achat ou une vente au niveau du marché. C'est la même chose avec vos personnages ici, sauf que certains, ils ont des actions d'éclair, auquel cas, ce n'est pas une action que de le taper pour récupérer cette ressource-là. Et les actions éclair, c'est comme de défausser une carte. C'est juste une action flash, c'est juste une action immédiate. Voilà, j'ai déjà expliqué toutes les actions possibles dans le jeu. Et c'est la combinaison des actions que vous allez faire qui vont faire avancer les choses. Alors, il y a une chose en plus que vous devez savoir, c'est que les compétences que l'on a ici, on peut toujours les transformer en or. C'est super utile parce qu'il y a plein de moments où on a besoin d'argent en fait. Alors, toutes les ressources peuvent être transformées en or. En plus, les ressources qui ne sont pas des ressources grises peuvent être transformées en ressources grises. Et les ressources mauves peuvent être transformées en n'importe quel autre type de ressources, n'importe quelle autre couleur. C'est ce qui est repris dans votre plateau ici. À n'importe quel moment, vous pouvez donc transformer une ressource comme ceci vers l'or. Vous pouvez défausser une carte pour avoir le symbole qui se trouve en haut à gauche. Vous pouvez taper un personnage, taper une babiole pour avoir la ressource qui se trouve ici en haut à gauche. Voilà, ça c'est les trucs simples à retenir. Autre chose, c'est bien indiqué ici, maximum 3 babioles, maximum 3 suivants qui vont vous accompagner. Vous en avez un de plus, c'est fini. Alors, il reste une action qui est liée à chaque joueur à voir, c'est l'action du clan. Une fois par manche, on peut dire que je fais l'action du clan. L'action du clan chez moi, c'est de dépenser un rouge pour gagner 3 sous. Ça, c'est l'action traditionnelle. Mais si j'ai ici un expert mécano, un expert guerrier, c'est ce que j'ai. J'ai un expert guerrier, j'ai un expert mécano. Alors, en faisant l'action du clan, je gagne aussi une ressource verte. Si j'avais aussi en plus un espion et un mage, eh bien j'aurais en plus une ressource bleue. Donc ça me permet d'avoir plus de ressources pour peu que vous alliez chercher des experts d'un type ou d'un autre. Mon conseil, plutôt prendre un expert de type babiole dans un sens, ou éventuellement un suivant mais ils sont plus difficiles à acquérir, et puis avoir le deuxième là-bas. Donc celui-là est assez facile à faire, et puis les suivants, c'est jamais que 2 trucs en plus. Selon la manière dont le jeu se déroule, on va pouvoir plus ou moins le faire facilement. On pourra aussi avoir le spécialiste à travers un objectif qui est réalisé. Et donc, c'est pour ça qu'au début du jeu, on réfléchit beaucoup sur qu'est-ce qu'on va garder comme carte, qu'est-ce qui est facile à faire rapidement pour avoir des bonus, parce que c'est des bonus super intéressants à récupérer tout ça. Quand j'ai fini de jouer et que je passe, que je vais donc placer mon marqueur quelque part ici, je vais choisir ce que je vais avoir comme bonus. Je vais avoir ici un bonus gris pour commencer la zone, je vais avoir des sous, je vais me débarrasser d'un avis de recherche ou alors avoir un sou, et celui-là je vais avoir un sou, ou alors je vais pouvoir bloquer quelque chose. Mais si par exemple j'avais récupéré une ressource mauve dans mon jeu qui sont vachement utiles et vachement difficiles à avoir, je pourrais décider je m'arrête là et je bloque une ressource, et donc celle-là je vais la récupérer. Je vous ai dit que les compétences on ne les garde pas d'une manche à l'autre, donc tout ce qui me reste comme compétences je vais les transformer en or. Si il me restait des cartes en main, je peux choisir de les garder pour la manche suivante, auquel cas, comme je vais faire une main à 5 cartes, j'en aurai moins à piocher, ou alors je les défausse pour la ressource qui se trouve en haut à gauche, qui est donc transformée en or,
ou que je pourrais bloquer éventuellement là-bas. Et ainsi, je termine mon tour. J'ai transformé en or tout ce que j'avais encore comme compétence. Les ressources, elles, par contre, donc, sont bien gardées. Alors, quand je passe, je fais une série d'actions aussi ici. Les actions, c'est je vais regarder si je suis à l'endroit où il y a l'acidité volante, auquel cas, je me prends une pénalité, je prends un œil de l'humaine. Si je ne suis pas là-bas où il y a l'acidité volante, c'est mon cas par exemple là. Si je suis dans un endroit où il y a des gardes, alors je me prends un avis de recherche. Je fais mon action ici. Le premier joueur va être redéfini, celui qui sera le plus haut évidemment à la fin de la manche. Je vais me retrouver là-bas. J'ai transformé mes ressources, comme j'ai dit, qui me restaient en or. Et puis, je mélange mon paquet ici et je le place en dessous des cartes restantes. Voilà. Ça, c'est la fin de l'action passée que j'aurais faite. Une fois que tous les joueurs ont passé, on va alors faire l'action de fin de manche et de début de manche suivante, à savoir, on va passer à l'événement suivant, on va retourner la carte, on va déplacer ceci à l'endroit indiqué, à Dormat. On va faire tourner le marché spécifique, autrement dit ici, on va tourner le marché rouge, on va retirer les deux premières cartes ici, les mettre en dessous d'un tas, révéler les deux nouvelles cartes qui sont au-dessus, voilà. On va rajouter deux troupes aux deux endroits indiqués, donc ici à Gonmar et à Tellurian. Et on va rajouter un petit bonhomme gris, ici, au milieu de la zone grise, comme indiqué là-bas. Voilà, ça c'est la fin de la manche. On va donc ensuite commencer une nouvelle manche. Cette nouvelle manche va commencer par piocher 5 cartes. 5. De pouvoir toucher les ressources de son personnage ici. Donc je récupère mes ressources de base, de toucher les ressources selon l'endroit où on s'est arrêté. Donc je récupère ici ça que j'ai stocké, je récupère mon petit marqueur et je vais toucher partout où j'ai une petite main. Donc ici moi j'ai rien du tout, j'aurais dû me mettre ici. Par contre le jaune va toucher 2 jaunes et éventuellement si vous avez d'autres cartes avec des récoltes quelconques, vous allez toucher toutes les récoltes. Et on repart alors sur une nouvelle manche, on refait les actions ainsi l'un après l'autre. Alors la partie va continuer ainsi. Sur les 6 manches, il y a 4 manches traditionnelles, donc au fur et à mesure du temps, on va révéler une carte, puis une autre carte, puis une autre carte, puis après on va arriver ici. Là, c'est la carte Merc, et quand on va arriver ici, simplement, on va, comme indiqué, simplement placer cette tuile-ci à la place des cartes de trait qui sont ici, qui vont donc remplacer cette zone-ci. Ça va sortir du jeu. On ne pourra plus en acheter, et à la place, on pourra dépenser de l'or pour avoir des ressources spécifiques. Pourquoi? Parce que le jeu évolue et qu'on risque d'avoir des grandes zones où on doit payer beaucoup de ressources d'un type. De l'or, on a peut-être gagné beaucoup, on a peut-être pu stocker des ressources qu'on va pouvoir aller vendre au marché. Et donc ici, pouvoir transformer cet or-ci en ressources spécifiques qui me permettent de faire des actions, parce qu'on est à la fin du jeu globalement. Hein. Là, il ne restera plus que 2 manches, donc on va juste retourner cette carte-là, placer effectivement un petit bonhomme ici et révéler la carte suivante et la résoudre, se placer, faire tourner le marché, placer des bonhommes, même chose que d'habitude. Ça se jouera ainsi jusqu'à ce qu'on arrive ici à la fin du jeu, qui dit juste que c'est la fin du jeu et c'était le dernier tour. Quand elle est activée, on compte les points. Justement, cette compte de points, c'est quoi? Eh bien, c'est essentiellement ceci. Ça, c'est ce qui rapporte le plus de points dans le jeu. Les ressources et tout ce qui vous reste comme argent, ça ne vaut rien. Sauf si vous avez un petit bonhomme ici pour valoriser par exemple des compétences. Et là, c'est pour avoir les points de victoire associés. Donc, on va avoir des points de victoire ici. Qu'est-ce que ça vaut? Chaque agent infiltré vaut 5 points de victoire. C'est ce qui fait le plus de points de victoire dans le jeu. C'est ce que tout le monde essaie de viser, à avoir des agents infiltrés. Donc ça, c'est vraiment le plus important. C'est là-bas qu'il faut aller jouer. C'est là-bas qu'il faut aller mettre des bonhommes. C'est ce que tout le monde fait. Et globalement, dans une partie moyenne, on a le même nombre d'agents, l'un joueur par rapport à l'autre. Donc on a réussi, si on a bien joué, à avoir 4, peut-être 5 agents infiltrés sur l'ensemble de la partie. Du coup, qu'est-ce qui va encore faire des différences? Ça va être les agents infiltrés ici au-dessus. Parce que ici au-dessus, si on les infiltre, c'est 2 points de victoire par couple de compétences que j'aurai ici. Donc si je le sais dès le départ, je vais aller dessus. Mais là-bas, par exemple, si j'avais un petit bonhomme vert ici, comme j'ai un expert rouge et j'ai ici ou là-bas un expert jaune, ça me ferait déjà 2 points. Si j'avais réussi à envoyer un deuxième expert rouge ici pour avoir quelque chose, j'aurais eu 4 points. C'est mon maximum, c'est 4 points de victoire. Ici, 2 points de victoire si je suis présent. Là-bas, 1 point de victoire par couple de compétences que j'aurai à la fin du jeu.
Donc des points de victoire à les récupérer ici, ça peut faire une différence. Ce qui va aussi faire des points de victoire, ce sont les gars que vous avez libérés, mais que vous n'avez pas envoyés comme agent infiltré. Chacun vaut 3 points. Donc 5 points par agent infiltré, un bonus jusqu'à 4 points si j'ai été me placer ici. Ici, des personnes libérées, ça vaut 3 points de victoire. Tous les bonhommes que j'aurais récupérés ici, tous les gardes que je n'aurais pas transformés en agent infiltré, ils valent chacun un demi-point de victoire. Donc là, ça me fait encore un point. Puis je vais arriver sur les points négatifs. Les points négatifs, ce sont tous les œils de l'humaine que j'aurai ou tous les pactes avec Void que j'aurais fait. Tout ça vaut moins un point de victoire à la fin du jeu. Il y a des cartes ou des actions qui permettent de se défausser de ces cartes-ci. Donc on va essayer évidemment de s'en débarrasser dans le cours du jeu et de récupérer de ce type de cartes-là en jeu pour pouvoir se débarrasser justement de ces moins un point de victoire. C'est quand même beaucoup moins un point de victoire, hein. Il faut 2 bonhommes ainsi, 2 gardes que j'aurais récupérés pour compenser une carte qui est ici. Et c'est tout en fait. Le reste, ça vaut rien. Donc même les avis de recherche qui me restent, qui n'ont pas été transformés en carte d'œil de l'humaine. Donc je vous rappelle, si vous avez 3 avis de recherche, automatiquement vous devez prendre un œil de l'humaine à la place. Mais tout ça, c'est pas grave. Donc je vais vraiment essayer un maximum d'aller placer des agents ici. Et c'est vraiment vers ça que va tourner ma partie. Pouvoir libérer des bonhommes ou en récupérer d'une autre manière pour ensuite les envoyer comme agents infiltrés. Parce que c'est ça qui fait les points. Vous ne bornez pas à aller chercher plein de cartes et compagnie. Parce que oui, c'est un jeu de cartes où on va faire tourner sa rotation, mais ce n'est pas Dominion. C'est-à-dire que dans l'ensemble du jeu, on ne va jamais jouer que 6 manches. La première, c'est la main de départ. Donc les cartes que vous allez récupérer, vous n'allez pas les jouer plein de fois. Si on les joue 3, 4 fois, en fait, c'est relativement bien parce que votre paquet va évoluer. Vous allez prendre peut-être d'autres cartes, vous allez peut-être faire d'autres actions. Et donc, c'est plus difficile. Ce qui veut dire que les babioles qui sont toujours disponibles, qui ne sont pas mélangées dans les autres cartes, parfois c'est utile parce que ça évite de surcharger la rotation des cartes parce que ça ne tourne pas. On va essayer de se débarrasser rapidement de chaque œil de l'humaine que j'ai ici pour épurer mon deck, vu que j'ai 7 cartes au départ. Ça, je redescendrai alors à 5 et donc toutes les cartes que j'ai, je les récupérerai. Mais les cartes de base, les 3 cartes de base que j'ai, ne sont pas super fortes non plus. Alors, si j'essaie d'aller chercher d'autres cartes, ça va peut-être changer mon jeu. Et quand je vais prendre des cartes, je vais aussi penser au pouvoir qu'elles ont. Par exemple ici, c'est super balèze. Je vais pouvoir aller récupérer, éliminer un bonhomme n'importe où. Mais sans me prendre d'avis de recherche, je ne fais pas l'action et je ne dois pas être présent. Donc je ne risque pas à la fin de la manche de me prendre une pénalité, un avis de recherche parce que je suis là-bas où ils sont. Donc c'est super cette carte-là, j'ai envie de l'avoir et de l'utiliser tout le temps. En plus, elle me rapporte éventuellement une compétence de Joker. La compétence ici du Void, c'est la plus puissante et donc très utile pour transformer ça en n'importe quoi d'autre. Donc il y a plein de cartes qui sont vraiment utiles, fortes par rapport à d'autres. Et ça, c'est peut-être un petit peu tout le problème de ce type de jeu, c'est qu'évidemment, toutes les cartes ne sont pas à la même hauteur, n'ont pas le même niveau, la même utilité. Et donc, on va trouver des cartes super fortes et des cartes qui sont bof au niveau du jeu. Mais au final, on les voit, on les connaît, on court dessus, on court pas dessus, il y a des intérêts à gauche ou à droite pour les avoir. Puis après, il faut avoir les ressources, hein. C'est pas tout d'aller chercher une carte. Il faut avoir 3 ressources rouges ainsi, hein, dans la matière noire. C'est comme les suivants, ils sont très forts, très utiles, mais ils se coûtent très cher. Enfin, le vert, vous allez voir, c'est ce qui est un petit peu le plus difficile à récupérer dans le jeu. Donc, c'est une ressource utile parce qu'ils sont un expert de quelque chose, ça permet de faire l'appoint pour des objectifs ou pour des trucs ainsi. Mais derrière, c'est beaucoup d'énergie pour aller chercher. Alors oui, parfois c'est super balèze, parfois on l'utilise qu'une seule fois, comme c'est le cas ici. Ça dépend, franchement ça dépend. Il y a plein de choses à faire différentes et c'est ça qui est très gai dans le jeu en fait. Parce que c'est un jeu qui va vous emmener à 3 joueurs, on est bien dans les 2h15 ou un truc ainsi. Parce qu'on réfléchit beaucoup. Et comme on réfléchit beaucoup à sa combo, la manière dont on va faire tourner les cartes, ce qu'on va pouvoir faire malgré qu'on a très peu de cartes au final dans le jeu. Mais on fait plein de choses, ce qui veut dire que le temps ressenti, il est loin d'être 2h15. On est à 50%, à minimum, peut-être même à 25% du temps ressenti. Donc peut-être une demi-heure ou 1 heure qu'on va ressentir sur 2h15 de jeu. Parce qu'on est très actif dans cette zone-là et parfois on fait la course contre un autre joueur pour ne pas payer une ressource de plus parce qu'il va se mettre dans une case que j'ai envie d'aller et j'ai peut-être pas les moyens de me dépenser cette ressource grise supplémentaire, peut-être pour aller chercher une carte, peut-être. Et donc on joue un petit peu malgré tout avec les autres, une action à la fois, donc c'est très rythmé. On réfléchit, mais on a le temps de réfléchir parce qu'il y a vraiment des choses à penser et oublier une combinaison, une possibilité d'une action pour aller chercher une ressource,
franchement ça change tout. Parfois on se dit qu'on ne peut pas faire telle action, mais en fait on peut le faire, c'est juste qu'il faut réorganiser sa réflexion différemment, aller acheter une carte qui permettrait d'avoir un bonus, qui permettra de faire ceci, qui permettrait de faire cela. Donc ça change beaucoup de choses. Un jeu vraiment très agréable, pour l'instant je n'ai pas encore entendu qu'il y aurait une traduction en français, mais les symboles et l'anglais n'est pas vraiment problématique ici, les icônes sont toutes expliquées, même si elles sont nombreuses et même si c'est en anglais, c'est de l'anglais très accessible, donc je pense qu'il ne faut pas avoir un gros niveau littéraire pour comprendre le jeu. Et tout le reste est mis ici, il y a plein d'icônes qui sont expliquées partout, donc on sait clairement ce qu'on va faire, ce qu'on va gagner dans chaque partie du jeu. Voilà, donc Fall of Lumen, un jeu très agréable à jouer, peut-être jouer aussi en solo ou en coopératif. Voilà, je pense avoir fait le tour du jeu. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez. Et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!